Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 1. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 3. Paragraphe 1. The Golden Ratio. Pi 3,14116 est une formule utile pour les calculs de circonférence, bien connue des écoliers. Une autre formule, appelée nombre d'or, ou règle d'or, aurait des implications beaucoup plus élargies. Des rythmes biologiques conditionneraient toutes les formes de vie sur notre planète. La planète elle-même serait tributaire des rythmes imposés par sa rotation autour de notre étoile incandescente. Des cycles influencent cette biologie, mais aussi la pensée et les émotions. Toute forme de vie apparaît également soumise à des règles mathématiques plus ou moins complexes. Les modes de croissance seraient également soumis à des nombres. Toutes les structures correspondraient à des régularités mathématiques. Les formules mathématiques et les nombres seraient donc en totale adéquation avec les expressions du vivant. Tout serait donc lié par des codes et des codages. Mais ces concordances établies par les chercheurs humains ne seraient-elles pas plutôt en adéquation avec leurs modalités de recherche? L'utilisation des nombres serait donc d'abord un outil de recherche. Cependant des modèles mathématiques nous apparaissent, sans connaître d'explication à leurs données. La corrélation existant entre les nombres, les mathématiques et notre monde demeure encore mystérieuse. Y aurait-il un ordre ou une matrice qui régule tout? Tous les éléments qui régissent notre organisation sont établis à partir des nombres. Ils nous servent à structurer notre environnement par des modèles, des formes et des figures. Ce sont autant de repères, nous permettant de nous orienter à travers un univers qui nous apparaît n'être qu'un gigantesque chaos. C'est en fait la réalité de notre existence que nous expliquerions par des valeurs numériques. Les nombres nous seraient également utiles, entre autres choses, à structurer nos actions. Le nombre d'or est une construction logique à partir des chiffres qui s'additionnent les uns aux autres, à partir de leur obtention, 2 plus 3, 3 plus 5, 5 plus 8, etc. Telle est la construction logique de la structure de la coquille d'un escargot. Mais cette structure se retrouve aussi dans la construction de la fleur de tournesol, elle se retrouve également dans la construction de la structure de l'aile de la libellule. L'ordre, la structure, la symétrie sont des constantes observables. Ils ont aussi été observés dans notre architecture et dans nos arts. Il s'agit donc d'une fascinante relation entre les mathématiques et tout ce qui se construit dans l'univers physique. Le scénario apparaîtrait alors, comme volontairement constitué. Cette structure mathématique se retrouverait ainsi partout dans l'univers et partout, dans ce qu'il contient. Les spirales des galaxies sont formées selon le même schéma mathématique. Ce ratio parfaitement élaboré que nous nommons « nombre d'or » égal à 1,618 n'est cependant qu'une formule mathématique. Cette formule se retrouve aussi dans la double hélice de la molécule de l'ADN, qui est notre enregistrement de référence, c'est-à-dire le codage de la vie. Tout apparaît donc régi par ce ratio qui se montre comme un dessin intelligent. Une nanosymétrie de la matière aurait également été mise en évidence, grâce au nombre d'or, dans la matière solide, à l'échelle de la physique quantique et qui représenterait l'énergie fondamentale de l'univers. Les chaînes des atomes seraient constituées comme une corde musicale vibrante. La tension proviendrait de l'interaction entre les champs atomiques, les faisant résonner magnétiquement. Le ratio entre les fréquences serait aussi de 1,618. Cette démonstration supposerait une volonté d'organisation à partir d'un chaos apparent. Ce ratio pourrait donc, effectivement, servir de fondation mathématique à la construction de notre univers physique. Mais pas seulement, il se retrouverait dans toutes les constructions symétriques et esthétiques. Le système est simple en soi, sa croissance s'établit conformément à des proportions identiques et invariables. La spirale logarithmique est à la base de chaque construction et croissance des coquilles de mollusques, des cornes de certaines chèvres et antilopes. Il s'agit d'un rapport entre deux mesures. Il est à l'origine structurale des pyramides, des cathédrales, etc. Ce ratio parfait serait tout simplement la fondation architecturale de tout ce qui se trouve dans notre univers physique. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 3. Paragraphe 2. Le temps. Comment comprendre la notion de temps? Il apparaît bien difficile de donner une définition au temps.
Il existe bien des tentatives d'explication, philosophiques, religieuses, scientifiques, sans qu'aucune ne soit véritablement convaincante. Le temps, en tant que concept, ne nous semble pas définissable. Parler du temps, cela serait d'abord accepter un hypothétique concept que nous ne parvenons pas à définir. Parler du temps est tout simplement s'exposer à des non-sens. Nous utilisons un langage qui est bien pauvre, pour parler d'un élément de notre existence, alors que nous n'en comprenons pas les éventuels fondements. Il devient alors très aléatoire de pouvoir le traiter dans de bonnes conditions. Des termes sont utilisés pour déterminer le passé et le futur, la succession, la simultanéité, le changement, le devenir, la vitesse, la mort, etc. L'étude du langage utilisé n'apporte pas de solution à l'hypothétique réalité de ce concept. Le langage qui est ambivalent et ambigu, même s'il nous apparaît éloquent, est toutefois impuissant à nous dire le temps. Il convient, en effet, de considérer que la structure du langage peut déterminer notre façon de penser le temps. Il s'agit, en réalité, d'établir un formatage, à partir de notre évaluation du temps qui passe. Or, est-il vrai que le temps passe? La définition du temps qui passe, c'est simplement que le futur devient présent avant de devenir le passé. Il s'agirait donc plutôt d'une succession d'événements. Il faut bien comprendre que le passé, lui, ne passe plus, et alors comment le temps passerait-il? Si, la fonction fondamentale du temps est de percevoir une succession d'événements du présent, le temps n'est alors qu'un simple passage de ce que nous désignons être de la réalité. Or, si la réalité ne cesse pas de passer, le temps qui l'a fait passer, lui, ne passe pas. Il apparaît donc que la seule chose qui ne passerait pas, dans notre univers physique, c'est justement le temps. En effet, le temps nous apparaît être toujours là, à renouveler le présent des instants, sans que cela ne puisse cesser. Notre définition du « temps qui passe » devient alors une aberration. Le temps ne passe donc pas, il fait simplement passer la réalité. Il convient ainsi de comprendre que notre langage qui établit des métaphores nous trompe, tout simplement, sur les réalités des événements que nous vivons. Comment le temps s'écoulerait-il alors? Il s'agit là aussi, d'un a priori établi par notre langage. Le temps peut-il avoir une vitesse d'écoulement, peut-il s'accélérer? C'est, en fait, une conception que nous donnons à une valeur qui n'a pas de concept. Le temps ne peut pas avoir de vitesse. Dire que le temps s'écoulerait à différentes vitesses apparaît totalement absurde. Dans quel élément de référence le temps pourrait-il s'écouler? Existerait-il un espace dans lequel il pourrait s'écouler? L'univers physique, lui-même, s'il est un élément qui s'écoule dans le temps, ne peut pas être l'élément de référence ni son espace, puisqu'il s'écoule. Puisque nous nous trouvons à un instant du temps, dans le temps, nous n'avons pas d'autre choix que de suivre le sens du futur. Cela nous confirme notre incapacité à voyager, dans le passé du temps. C'est là, un principe de causalité, de la flèche du temps. Qu'est-ce qui permettrait au temps d'avancer? Aucune découverte scientifique ne peut donner d'explication à ce postulat. Il s'agirait bien alors, d'un fait constaté, mais indémontrable. Un autre écart de langage nous fait confondre le passage du temps avec le passage des événements. Nous accordons, tout simplement au temps, des propriétés qui ne peuvent être attribuées qu'à une succession des événements. C'est là, une convention implicite de notre conception du temps. Le temps ne peut être à la fois cyclique et chaotique. Il ne faut pas confondre les phénomènes géologiques dans le temps, avec un présupposé temps géologique. De même, qu'il y a une temporalité, dans les phénomènes chimiques, sans qu'il puisse y avoir un temps chimique. Il n'est pas possible d'inventer des temps correspondant aux divers phénomènes temporels. Il n'y aurait donc qu'un seul temps, en fonction duquel, des rapports de modalité, divers, peuvent être établis. La représentation mathématique du temps est, elle, conditionnée par un principe de causalité. Le principe de causalité précise que tout phénomène engendré est l'effet d'une cause qui l'a précédé. C'est là encore, une notion ambiguë, qui cherche à expliquer, la réalité du temps. Le principe de causalité explique que, si quelque chose a eu lieu, il restera établi ainsi. Cela précise qu'il est impossible de modifier le passé et donc de remonter dans le temps. Les événements ayant eu lieu ne peuvent donc pas être modifiés. L'ambiguïté de cette notion de causalité vient du fait que la notion d'événement ou de phénomène n'est qu'une représentation. Qu'est-ce qui commence en premier, le temps, avant la causalité, ou l'inverse?
Il y aurait donc des événements, hors du temps, reliés par des réseaux de chaînes de causalité d'où un temps causal émergerait. Cela pose le problème d'une courbure du temps, inacceptable, puisqu'il n'est pas imaginable qu'il puisse repasser au même endroit, et il ne peut donc être que linéaire. Le temps apparaît comme chronologique. La courbure du temps ne serait applicable que si elle ne revient pas à son point de départ, mais le temps linéaire, lui, n'est qu'un symbole. Il convient de ne pas confondre l'irréversibilité du temps avec l'irréversibilité des phénomènes temporels. Le sens d'écoulement du temps, s'il est complètement arbitraire, quel qu'il puisse être, ne permet pas le retour. Le temps ne peut être réduit qu'à sa fonction principale. Il est ce qui reste, quand on retire aux phénomènes temporels leurs propriétés particulières. Le temps aurait une autonomie vis-à-vis des phénomènes temporels. Le temps ne serait donc pas affecté par la simultanéité des événements qui se déroulent dans le temps. Les conceptions de l'univers quantique, par opposition aux conceptions de l'univers physique, procéderaient d'un autre formalisme, tenant compte des particularités attachées aux événements. L'esthétisme mathématique permet, par exemple, d'expliciter des symétries implicites pour la reconnaissance immédiate d'un événement. Les structures mathématiques doivent être les prolongements, permettant de saisir des réalités, quelle que soit la situation de leur vision. La réalité d'une observation est tributaire de son invariabilité par rapport à ses zones d'observation. Cependant, la chronologie d'un même événement peut être inversée selon l'emplacement des observateurs. Il apparaît alors très nettement que le temps n'est qu'un élément subjectif de la réalité et qu'il est totalement dépourvu de notions objectives. Il convient d'en déduire qu'une équation mathématique, dont la démonstration suggère qu'elle n'est pas causale, doit être modifiée de telle sorte qu'elle puisse devenir causale. C'est-à-dire, qu'elle doit pouvoir devenir vérité pour tous les observateurs, quel que soit leur mode d'observation. Il s'agit, bien sûr, d'un respect chronologique, tout en tenant compte de la durée, qui, elle, est relative à l'observateur. Cela nous amène à l'observation de la théorie quantique des champs. Parce que, si la causalité est ajoutée, en qualité de contrainte, à une équation mathématique, le résultat obtenu sera alors la prise en considération d'une énergie négative. Cela nous oblige aussi à considérer qu'une particule qui serait dotée d'une énergie négative aurait la faculté de remonter le cours du temps, puisqu'elle inverse ce cours du temps. Mathématiquement, en tout cas, c'est ainsi que cela se vérifie. Cette particule, en fait, se comporte en antiparticule. Une particule normale, ayant pour principe de suivre, elle, le cours du temps. Le positron serait bien l'antiparticule, définie par une équation mathématique, à laquelle on a inséré la notion de causalité. Cette implication tend à démontrer l'impossibilité de remonter dans le temps. Il ressort de cette démonstration que, si le temps n'a pas de définition, il a pourtant une constance. C'est le temps qui nous bloquerait en permanence, dans l'instant présent. Il nous est alors impossible de modifier notre position dans le temps, nous en sommes prisonniers, tout en continuant d'avancer. Il importerait donc de considérer que, si le temps est un paramètre statique, il deviendrait alors une pure illusion. Ou bien encore, un produit de notre subjectivité. Ou pour être plus précis, une fabrication de notre conscience. Cela signifie que, dans un espace-temps statique, c'est nous-mêmes qui créons l'illusion d'une existence du temps. Le cours du temps est tout simplement créé, par notre déplacement dans l'espace qui, lui, reste totalement statique. Ou alors, il nous faut considérer que c'est l'espace-temps, lui-même, qui crée le présent, à chaque instant. Le temps serait-il alors tributaire du mouvement? Quelle peut être la perception du temps par l'animal, le végétal, le minéral? Nous avons la nécessité de décomposer notre espace en mesure de temps, peut-être totalement subjectif. Notre cerveau est incapable de déterminer une mesure logique du temps dès qu'il est privé de ses repères, ou si ceux-ci sont mouvants. Les rythmes de la vie sont plus souvent dictés par des mécanismes biologiques que par une hypothétique notion de temps. Par opposition, l'espace serait une notion de liberté, par rapport à notre enfermement par le temps. L'avenir existerait-il déjà dans le futur? Si oui, pourrions-nous nous y rendre, puisque nous ne pourrions pas nous rendre dans le passé? Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 3. Paragraphe 3.
L'espace et le temps. L'espace et le temps sont-ils liés? Lorsque nous observons des objets dans l'univers, c'est, pour nous, le moment actuel où nous voyons leur aspect, à un moment, qui n'est plus. Nous sommes remontés, en arrière dans l'espace, mais aussi, dans le temps. Nous pouvons les observer, non pas dans l'aspect qu'ils auraient aujourd'hui, mais dans celui qu'ils avaient au moment où nous les observons. Ce moment est tributaire de la distance les séparant de nous. Plus nous observons au loin dans l'espace, et plus nous observons au loin dans le passé. C'est en fait, la luminosité, transmise par les objets, que nous voyons. Or, la lumière met beaucoup de temps à nous parvenir, parce que les distances qui nous séparent des objets célestes sont évidemment gigantesques, par rapport à notre échelle de référence. Les distances sont ainsi déterminées, en années-lumière, soit un temps, mis par la lumière, pour nous parvenir. La vision des éléments de l'univers ne nous est donc abordable qu'à partir du décalage de la distance et du temps. Nos observations dans l'espace lointain sont aussi, de ce fait, un voyage dans le temps. La vitesse de la lumière nous permet de calculer les distances entre les planètes, entre les galaxies, etc., mais aussi leur vitesse d'éloignement et la vitesse d'expansion de l'univers. Plus nous nous éloignons de la Terre, à l'intérieur de l'univers et plus nous remontons dans le temps. Cela nous permet aussi d'établir de nouvelles théories. C'est à partir de tous les calculs possibles qu'il a été déterminé que seulement 5% maximum de la matière de l'univers nous était détectable. Qu'il a également pu être déterminé que notre univers pourrait être constitué de 25% de matière noire et de 70% d'énergie noire. Ces mêmes calculs nous permettent de prévoir l'avenir de notre système solaire et aussi celui de notre galaxie. Nous pouvons donc déterminer quelle est la durée de vie de notre système solaire et quelle sera l'évolution de notre galaxie, dont on prévoit qu'elle devra percuter la galaxie d'Andromède, la plus proche de nous. L'univers a créé son espace et son temps à partir de son point initial de création. Notre univers, par ce fait, est à la fois fini et illimité, tout en accélérant son expansion. La particularité de la construction de l'univers réside dans la situation que, quiconque, se trouvant à n'importe quel endroit de l'univers, constatera qu'il réside en son centre. Que le point le plus éloigné de lui sera situé à 13,7 milliards d'années-lumière. Cette distance établissant le point central de la réalisation de l'univers. Cependant, il convient de remarquer que notre exploration ne peut se faire que sur 3 dimensions. L'univers étant à 4 dimensions, notre vision devient complètement faussée. Il est important de comprendre qu'un observateur, qui se trouverait à l'intérieur d'une galaxie, nouvellement formée, à l'échelle de l'univers évidemment, n'aura pas la même perception de durée d'expansion de l'univers, que nous. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 3. Paragraphe 4. L'économie en Islande. Le peuple islandais a contraint son gouvernement au complet, à la démission. Les banques à l'origine du désastre économique islandais ont été nationalisées. Le peuple a également décidé que les dettes qui avaient été contractées par la cupidité des dirigeants de ces banques, auprès des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne, ne seraient jamais remboursées. Une assemblée populaire a été diligentée, afin de réécrire la constitution du pays. C'est une révolution pacifique d'un peuple, envers les représentants irresponsables du pouvoir. La plupart des responsables des banques incriminés, directeurs et cadres supérieurs, ont été mis en prison. Mais certains d'entre eux sont quand même parvenus à quitter le pays, avant d'être inquiétés. Le peuple a refusé de payer la dette, qui lui était impartie, à la suite de la faillite de l'État islandais. Le référendum populaire organisé a recueilli 93% de « non » au remboursement de la dette. Les moyens d'information du monde entier sont restés totalement muets à cet égard. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 3. Paragraphe 5. Harpe. Des portions de la haute atmosphère pourraient être chauffées, le champ magnétique de la Terre pourrait être stimulé. Une série extrêmement complexe d'émissions d'ondes émises par un réseau d'antennes qui se conjuguerait avec les ondes ionosphériques de notre planète, aurait pour effet de créer une cavité de résonance. Des séries de pulsations émises depuis la surface de la Terre provoqueraient une très grande modification de l'énergie, naturellement développée par l'atmosphère. Elles pourraient provoquer, volontairement, des modifications atmosphériques sur des lieux géographiques ciblés.
Une petite concentration d'influence ainsi ciblée aurait pour effet d'engendrer des distorsions gigantesques et désastreuses dans une partie de l'ionosphère visée. La magnétosphère est un bouclier naturel de notre planète qui nous protège des rayonnements nocifs du Soleil. Des perturbations, volontairement organisées, auraient des conséquences insoupçonnables, à partir des distorsions ainsi provoquées. L'énergie, envoyée dans l'ionosphère, crée des couloirs orientés qui concentreraient une énorme partie de l'énergie de l'ionosphère. Cette énergie se déversant, ensuite, sur un lieu très ciblé de notre planète. Cette énergie, ainsi concentrée, serait d'une puissance phénoménale. Nikola Tesla, à l'origine de cette application, s'était rapidement rendu compte qu'elle serait aussi un danger pour la survie des espèces animales et végétales sur notre planète. Il se serait donc ensuite efforcé d'en supprimer la mise en œuvre, sans doute trop tard. Il avait aussi déterminé des notions sur la physique de l'univers et la création de la matière. Ses recherches étaient orientées sur les énergies libres, utilisables gratuitement et sans restriction. Il aurait laissé plusieurs centaines de brevets, en grande partie, récupérés par des hauts responsables américains dont certains de ces brevets seraient actuellement utilisés. D'autres seraient encore secrètement conservés. Ses compétences en sciences de la relativité et de la mécanique quantique étaient trop en avance pour son époque. Sa conception sur l'organisation de l'univers physique lui avait permis de comprendre qu'il y aurait, pour les humains, la possibilité prochaine de manipuler l'espace, le temps et la gravité. Il avait envisagé, avant les autres, une révolution technologique, selon sa compréhension de l'énergie universelle et qui, une fois maîtrisée, pourrait transporter l'humain aux confins de l'univers, faisant fi des théories jusqu'alors élaborées, sur l'éloignement, supposé inaccessible, des autres mondes existentiels. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 3. Paragraphe 6. Les manipulations. Tout est organisé pour influencer des comportements, tout en empêchant la réflexion. Les comportements sont effectivement très malléables. De l'altruisme à l'égoïsme, le spectre de la manipulation est très large. De nombreux organismes officiels sont chargés d'éduquer les citoyens. De faux souvenirs peuvent être organisés. Il suffit d'introduire un faux élément dans un vrai souvenir, pour que celui-ci soit pris en considération. L'influence est permanente. L'éducation des enfants donne la priorité aux mathématiques. Le principe de base, dans l'enseignement des mathématiques, est d'admettre et d'accepter, sans se poser de questions. Il est donc bien plus facile d'influencer ce type de public. De nombreuses techniques de manipulation sont bien connues. Il suffit de forcer une personne à accepter ce qu'elle réprouverait de faire, a priori, en lui précisant qu'elle est tout à fait libre de son choix. Les techniques commerciales, très bien rodées, en sont une démonstration. Les baisses accordées sont toujours formulées, en pourcentage et non, en valeur. Des parfums de voitures neuves sont diffusés, dans les voitures, d'occasion, afin qu'elles transmettent une idée de voiture récente. Les scénarios de vente forcée sont souvent parfaitement élaborés. Il peut y avoir une mise sous influence d'un groupe. La démarche du vendeur qui consiste à pousser à la consommation est subtile et très insidieuse. Les techniques de persuasion d'acheter sont particulièrement bien rodées, chez les démarcheurs à domicile. Les techniques de démarchage par téléphone le sont également, en faisant croire qu'il s'agit d'un simple questionnaire d'information. Une investigation est ensuite organisée pour une vente déguisée. Une autre démarche de manipulation consiste à convaincre une personne de devenir serviable, d'abord d'une façon anodine, puis par un apport suggestif, sur le subconscient. Un autre processus consiste à démontrer qu'un habillage soigné provoque automatiquement une valeur supérieure. L'influençabilité est très facile à réaliser. Il suffit d'évoquer un modèle de situation pour qu'on s'intègre à ce modèle. Sous certains régimes politiques, il a été facile de comprendre que des comportements suggérés puissent, aussi arbitrairement, être adoptés. Si l'on ajoute à cette facilité de manipulation, des phénomènes de groupe, venant se juxtaposer, des comportements totalement irrationnels deviennent alors, plus compréhensibles. Les subtilités de la publicité se réfèrent à cet aspect irrationnel de l'effet de masse. La compréhension du comportement inconscient des individus favorise la démarche. L'impact publicitaire est particulièrement significatif sur le comportement irrationnel des personnes.
L'impact peut aussi être complètement inverse à l'effet recherché, justement à cause de l'action irrationnelle d'un impact publicitaire. La publicité subliminale réussit aussi, par son caractère subjectif très discret. La dissimulation devient invasive. Les odeurs ont aussi une très grande influence sur nos choix. Il convient toutefois de remarquer que la publicité n'est que de l'information et que l'information c'est d'abord de la communication. Il n'est donc pas possible d'y échapper. Les techniques de persuasion sont diverses et variées. Il apparaît que les souvenirs sont malléables et manipulables. La mémoire permanente est-elle emplie des événements passés? Eh bien non, elle a souvent emmagasiné de l'imaginaire. Les événements, dans le souvenir, sont plus souvent associés à un résumé de ces événements. Le souvenir de la réalité est ainsi faussé, généralement par l'association à des suggestions, plutôt qu'à des réalités. La mémoire infaillible ne serait donc qu'une allégorie. La mémoire serait, en fait, un processus de construction qui fait appel à ce que nous sommes, dans notre culture. La réalité serait, dans la plupart des cas, faussée. Il est donc très facile, pour des manipulateurs, de faire croire à des réalités, des événements ou des informations qui n'ont jamais existé. Notre mémoire serait donc remplie de faux souvenirs. Il est donc assez compréhensible que des personnes, accusées à tort d'avoir commis un meurtre, par exemple, puissent en accepter, aussi facilement, la responsabilité. Et, la plupart du temps en fournissant des détails, concernant un supposé événement, avec lequel, elles n'ont, en réalité, jamais été impliquées. C'est d'autant plus crédible, lorsqu'on sait avec quel professionnalisme, la persuasion est utilisée par les personnels chargés d'établir une corrélation entre un crime et une personne suspectée. C'est une véritable manipulation qui est alors utilisée. S'il suffit que les enquêteurs soient effectivement persuadés d'une culpabilité ou bien, qu'ils aient l'impérative nécessité de conclure leur enquête, pour qu'ils agissent en conséquence. Cela s'est déjà avéré ainsi, à plusieurs reprises. Une vérité, absolument différente, a pu, ensuite, être démontrée. Cela aurait procédé, tout simplement, à la construction d'un processus imaginaire, parfaitement arrangé. Les avocats, chargés de défendre leurs clients, utilisent allègrement ce stratagème pour faire valoriser ce qu'ils appellent leur intime conviction. Peu leur importe les conséquences de leurs propos. Le problème fondamental de la mémoire est qu'il est absolument impossible de vérifier si un souvenir est vrai, faux ou manipulé. La manipulation peut ne pas avoir été organisée intentionnellement. Il est donc très dangereux d'affirmer ce souvenir d'un événement comme ayant été réellement vécu. À titre d'exemple, notre subconscient continue à fonctionner pendant notre sommeil. Il est donc susceptible, lui aussi, de fabriquer des faux souvenirs. Il devient alors impossible de faire la différence entre un vrai souvenir et un faux souvenir. Il n'y a aucun élément qui permette de se référer à une réalité. Nous n'aborderons pas les différentes possibilités de stimulations artificielles ou volontaires sur le cerveau. Les prises de décision qui peuvent s'ensuivre sont particulièrement dangereuses, irrationnelles et immorales. Les comportements qui peuvent en découler s'apparentent plus à du lavage de cerveau et procèdent d'un manque d'objectivité. La manipulation est un outil de sollicitation qui peut s'avérer devenir une arme. Quels sont les événements qui auraient été décrits comme réels, alors qu'ils auraient été organisés par de la manipulation de masse? Il devient donc impératif de comprendre comment fonctionne la manipulation, par qui elle est ainsi mise en œuvre et pourquoi. Les manipulateurs des masses de population sont particulièrement habiles et savent utiliser des moyens démesurés pour parvenir à leurs fins, surtout lorsqu'ils sont dotés des pleins pouvoirs. Des personnes isolées qui chercheraient à informer leurs concitoyens sur ces pratiques, par des preuves irréfutables, seraient rapidement mises hors circuit. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 3. Paragraphe 7. Un univers incroyable. Avant son organisation, il n'y aurait rien eu. Et puis, à partir d'un point minuscule, il se serait réalisé un univers dont l'expansion serait considérée comme infinie. Le temps, l'espace et la matière s'y seraient organisés. Les objets et les phénomènes qui s'y trouvent sont souvent incompréhensibles. La science-fiction n'est pas capable de supposer de telles réalités. Des phénomènes étranges, inexplicables et particuliers sont continuellement découverts à travers l'espace.
Des objets, tout aussi étranges échappent, eux aussi, à notre compréhension. Des objets, mais aussi des phénomènes, particulièrement mystérieux et surprenants sont continuellement découverts par nos appareillages ou matériels d'investigation. Des nuages interstellaires auraient été découverts et qui seraient remplis du même alcool que nous trouvons dans la bière, comme s'il s'agissait d'une immense distillerie cosmique. D'énormes nuages seraient remplis de gaz, de poussières et de molécules organiques. Certains ont un volume supérieur à 1000 fois celui de notre système solaire. Leur gros noyau, extrêmement dense, permettrait la formation de molécules complexes, capables de produire une espèce de cocktail cosmique, obtenu par leur agrégation et leur modification. Il s'avère que ces nuages mettent en œuvre des systèmes planétaires où de la vie pourrait s'y développer. Notre propre système solaire se serait construit de la même façon, avec les mêmes ingrédients. Pourtant d'autres modèles de vie pourraient apparaître, ou sont déjà apparus, dans des nuages interstellaires de constitution plus bizarre encore. Sur notre planète même, des modèles de vie organique se sont développés dans des sources d'acide. Il a également été constaté que des bactéries vivent au sein de nos nuages. La vie serait susceptible de se développer dans des environnements surprenants et inattendus. Les théories élaborées à partir de notre conception logique de l'univers sont continuellement remises en question, à partir de nos nouvelles découvertes. Des exoplanètes ont été découvertes gravitant autour d'une étoile pulsar qui est une étoile à neutrons, libérant un faisceau continu d'énergie, défiant ainsi toute notre conception sur l'organisation des systèmes solaires. Des étoiles qui ont été découvertes ont la faculté de libérer de gigantesques décharges d'énergie et d'une manière aléatoire, équivalente à une puissance qui serait égale à plusieurs dizaines de milliers de fois celle développée par notre Soleil. Il y a plus étrange encore. Une particule fantôme nous traverserait chaque seconde, le neutrino. Plusieurs milliards de ces particules, en provenance du cosmos, mais aussi de notre Soleil par suite de sa réaction nucléaire, nous traversent à chaque seconde, sans que nous ne puissions en avoir conscience. Les galaxies sont également d'étranges amas d'étoiles possédant des systèmes planétaires. Il y aurait des milliards de galaxies dans l'univers. Certaines d'entre elles sont 100 fois plus lumineuses que celle à laquelle nous appartenons et rayonnant dans l'infrarouge. Dans toutes les galaxies, chaque année, des étoiles se forment, pendant que d'autres se désintègrent. De nouvelles galaxies aussi prennent forme. Chaque galaxie possède son trou noir central. Certaines d'entre elles possèdent un trou noir hypermassif. Plus étranges encore sont les considérations apportées par l'étude de l'univers quantique. L'univers physique pourrait n'être qu'une suggestion de notre observation, donc de notre réalité. C'est notre observation d'une particule de lumière qui déterminerait son existence. Aussi surprenant que cela puisse nous paraître, la physique quantique nous oblige à cette analyse. C'est toujours à partir de rien que la matière, l'énergie, l'espace, le temps, la conscience, l'esprit, etc., tout serait, soudainement apparu. Il est étrange que la matérialité d'un cerveau puisse suggérer une telle immatérialité qu'est l'expérience. Le principe de la réalité de la matière ne serait vrai que lorsqu'elle serait observée. Il y aurait une superposition de possibilités en expansion, sans qu'aucune ne puisse être définie à l'avance. Le monde dans lequel nous pensons évoluer pourrait n'être qu'imaginaire. Cela serait l'action d'observer qui créerait les conditions de la réalité de notre univers. Cela signifie que lorsqu'on observe l'intime partie de la matière, l'objet observé disparaît. Il ne reste plus que des relations, sans localisation, sans espace, sans aucune notion de temps. Plus nous recherchons dans le détail des éléments de la matière et plus nous observons une construction d'informations qui nous permet la construction d'un monde à plusieurs dimensions. C'est cette vision que nous considérons être la réalité et qui ne serait rien d'autre que notre représentation d'une réalité. Les méthodologies conceptuelles que nous utilisons, pour nous mouvoir dans cet univers, ne seraient que des phénomènes mentaux organisés par nos sens et notre cerveau. Cette hypothèse procède du postulat que, si tout existait à l'origine de l'univers, tout reste alors interconnecté au tout qui nous entoure. Même si l'univers physique, dans son acception classique, est en expansion, ce même univers physique, dans son acception quantique, nous montre que son tout n'est qu'une masse d'informations, à laquelle nous restons reliés. Mais également à une masse énergétique à laquelle nous sommes intégrés.
La mécanique quantique semble vouloir nous suggérer que nous n'appartenons pas seulement à un univers, mais que nous serions les constituants de multicouches d'univers, appelés des multivers. L'aspect de la réalité des multivers, que semble vouloir suggérer la mécanique quantique, s'appliquerait à tout et partout. Tout serait interconnecté à ce tout. L'individualité, selon ce processus, deviendrait alors une supercherie illusoire. Cette illusion est accentuée par notre vision d'un espace supposé séparant toutes choses. C'est là une particularité de la physique quantique, qui nous démontre que lorsque des particules ont été connectées dès leur origine, elles demeurent connectées, quelles que puissent être ensuite les distances apparentes qui les séparent. Autrement dit, toute nouvelle influence sur une particule sera immédiatement enregistrée, par la particule qui lui correspond. C'est donc un processus collectif qui s'effectue avant toute démarche individuelle. La réalité quantique nous oblige à modifier notre appréhension de notre individualité dans notre rapport avec le collectif. La perception puis l'expérience et l'expérimentation semblent alors devoir devenir la réalité de notre conception individualisée. La réalité serait seulement le vécu de chacun d'entre nous. La conscience individualisée doit rejoindre la conscience collective du tout. Une telle compréhension de l'univers physique, à partir de sa conception quantique, nous contraint à un changement de perception, dans notre cheminement illusoire. L'arrêt de la vie, après un certain cheminement déclenché par son début, ne serait alors que le passage d'un état vibratoire transitoire vers un autre état vibratoire où nous étions déjà. Si nous voulions formuler ceci, d'une autre façon, nous dirions que la mort, après un cycle de vie autorisé par la naissance, n'est qu'un champ expérimental nécessaire à la progression de la conscience. Tout ne serait qu'un conditionnement indispensable à la réalisation d'un état particulier qui nous apparaît imposé. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 3. Paragraphe 8. Reculer la mort. En 2 siècles et demi, l'espérance de vie moyenne de l'humain est passée de 25 ans à 82 ans. Cette espérance de vie croîtrait de 3 mois chaque année. Ce recul de la mort peut-il encore augmenter? Cette approche de notre devenir est-elle si importante? Toutefois, cette espérance d'une vie supplémentaire, enclenchée, pourrait s'abréger ou peut-être reculer. Notre modèle de vie qui a surtout été favorable au monde occidental pourrait comporter des inconvénients. La pollution de l'air, des aliments et de notre environnement, sont autant d'éléments qui mettent en danger notre vie. Un éventuel réchauffement climatique pourrait aussi contribuer à abréger la progression de notre longévité. Cependant, la progression de notre technologie a aussi beaucoup contribué à de meilleures conditions de vie et donc favorisé l'expansion démographique des humains et de leur longévité. Peut-être que cette évolution technologique risque d'être freinée, naturellement ou artificiellement, justement à cause de l'explosion démographique. Il se pourrait aussi qu'elle soit carrément stoppée. On peut également imaginer que notre progression de longévité continue à évoluer, plus lentement, pour atteindre une espérance de vie pouvant aller jusqu'à 140 ans, dans le siècle prochain. Pourtant, il se pourrait qu'à cause d'une progression exponentielle de notre technologie, l'espérance de vie aille, au contraire, en s'accélérant, toujours davantage. Les organismes qui sont conçus à partir des cellules, d'abord, des tissus et des organes ensuite, sont d'une extraordinaire complexité. Notre maîtrise actuelle, mais surtout à venir, des nanotechnologies, des biotechnologies, des analyses assistées par l'ordinateur, des études fonctionnelles du cerveau, d'une possibilité d'assistance par l'intelligence artificielle, pourraient accélérer d'une façon exponentielle notre impact sur la vie. Nous comprenons beaucoup mieux notre fonctionnement biologique. Nous sommes beaucoup mieux organisés pour pouvoir vaincre de nombreuses maladies. Certaines d'entre elles sont encore des freins vers une évolution de la longévité de la vie. Notre importante amélioration, dans la résolution des maladies de nature bactérienne, microbienne ou génétique, peut nous laisser espérer une éradication progressive et totale d'un très grand nombre de maladies. La fiction, imaginée précédemment, devient une réalité qui dépasse même ce qu'il avait été possible d'envisager. La réparation des organes détériorés, la modification des ADN, est autant de possibilités d'action. Mais aussi par la manipulation des chromosomes, la réalisation de leur réparation. À partir des interventions nanométriques et de la culture des cellules souches. Par les implants d'organes artificiels, les implants électroniques, la robotique chirurgicale, les nanostructures.
par les diagnostics de plus en plus précis et les modélisations efficientes. Tout concourt à une amélioration de notre vie et au prolongement de celle-ci. La réparation des cellules, atteintes de pathologies ou de vieillissement, pourra permettre une longévité basique de la construction structurelle de l'humain. L'analyse du vivant à partir de la modélisation est la prochaine étape primordiale. Les compétences de nos ordinateurs doublent tous les 6 mois, depuis leur avènement. Des puissances informatiques, continuellement exponentielles, permettent d'acquérir des sommes d'informations, dont la complexité et l'importance ne peuvent être traitées et analysées que par des ordinateurs toujours plus puissants. Les 100 000 milliards de cellules qui composent chacun d'entre nous sont autant de micro-usines chimiques, pourvues de machines-outils réalisées à l'échelle nanométrique. Nos compétences nous permettent, dorénavant, d'intervenir et d'agir à cette échelle dimensionnelle. La description de l'ADN et sa régénérescence sont envisageables pour la réparation des cellules. Une reprogrammation de nos organes, à partir de ces avancées nanométriques, est également envisageable. Il pourrait aussi être envisagé d'interférer sur les cellules par des composants électroniques. Les neurones de notre cerveau pourraient, eux aussi, faire l'objet de simulations particulières. Pourtant, cette avancée de la technologie nous apparaît assez arbitraire et fantasmagorique. Les concrétisations visibles, à l'échelle collective, n'apparaissent pas encore probantes. Il a fallu 20 ans, mais c'est bien peu d'années, à l'échelle humaine, pour décrypter les volumes d'informations, leurs implications et leurs imprégnations. La démocratisation de ces technologies exponentielles va pouvoir être mise en phase de propagation. Le monde des chercheurs, lui-même, s'est laissé déborder par cette soudaine et trop rapide explosion des savoirs. La totalité d'un génome, soit des dizaines de milliards de bases ADN, peut dorénavant être séquencée, très rapidement. Le coût de ce travail, d'abord faramineux, devient accessible à tous les laboratoires. Mais à quoi sert un tel séquençage? Tout simplement à organiser une médecine personnalisée, justement, à partir du séquençage ADN, de chacun d'entre nous. Les données prévisibles envisagent qu'une personne sur 4 sera atteinte d'un cancer, au cours de son existence. Il est envisagé que le séquençage global de toutes les couches de la population permettra des guérisons totales de cette maladie aux 1000 formes. Si, en l'an 2000, une quelconque institution s'était risquée à dire que dans 13 ans, il serait possible de détenir la totalité des informations de son génome, à l'intérieur d'une clé USB, le monde scientifique, lui-même, aurait crié au parjure. Cela n'était, à cette époque-là, qu'un objet de science-fiction, totalement utopique. Or, 13 années plus tard, c'était devenu une réalité. D'autre part, bien d'autres schémas technologiques sont en cours de réalisation. Il apparaît maintenant évident que dans les 15 prochaines années, des implants nanotechnologiques de soins pourraient être en service. La nanomédecine sera également mise en œuvre, pour une action régénératrice, dans nos cellules et dans nos tissus. Cette évolution va permettre à l'humain d'obtenir des décennies supplémentaires d'existence. Pour 2050, si l'humain est encore sur cette planète, des actions plus spectaculaires seront réalisables. Si nous nous projetions dans les 100 années à venir, mais il n'est pas utile d'anticiper, la vie humaine pourrait ne pas durer aussi longtemps. Alors, pour ce qui est de l'immortalité. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 3. Paragraphe 9. Les dangers de l'espace. Notre univers physique est complexe, c'est une évidence. Pourtant, nous ne soupçonnons pas son fonctionnement. D'énormes pièges sont tapis, au sein de chaque galaxie, et bien évidemment à l'intérieur de la nôtre. L'humanité, si elle doit perdurer, sera vraisemblablement confrontée à d'énormes dangers. La météorite qui aurait percuté notre planète, à l'époque des dinosaures et qui est supposée les avoir anéantis, n'était pas parmi les plus volumineuses des météorites susceptibles de rencontrer la Terre, à nouveau. Une autre extinction massive naturelle ou causée par nous-mêmes pourrait-elle se reproduire? La plupart des corps, tous en déplacement dans l'univers, sont contraints à se percuter avec un autre objet. Le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de nous, est en phase de fonctionnement normal. Cette étoile est de petite taille. Des étoiles ont des tailles phénoménales. Une supernova, lorsqu'elle arrive en fin de vie, explose. L'énergie dégagée au cours de sa destruction est telle qu'elle peut engendrer un rayonnement gamma, visible à des milliards d'années-lumière de sa zone de déflagration.
Le sursaut de rayons gamma crée un faisceau de particules à très haute énergie, particulièrement destructrices. Si ce faisceau était dirigé vers notre planète, toute forme de vie y serait immédiatement anéantie. Notre planète aurait déjà connu, au moins 5 épisodes de destruction massive à sa surface. Lorsqu'une étoile massive explose, il se produit un trou noir en son centre. On appelle ce phénomène astronomique un trou noir parce que la lumière, elle-même, ne parvient plus à s'extraire du centre de rotation, causé par l'effondrement de l'étoile. Or, il s'avère que des trous noirs errants se déplacent au sein de notre galaxie. Ils ont la particularité d'absorber tout ce qui se trouve dans leur champ de gravité. Si un trou noir passait à proximité de notre système solaire, celui-ci serait entièrement détruit. De plus, il se trouve que leur mode de déplacement est absolument imprévisible. Plusieurs milliers de ces trous noirs errants circulent partout dans notre galaxie, c'est ce que nous appelons la Voie lactée, en raison de sa blancheur laiteuse, lorsque nous observons le ciel de nuit. Parmi les phénomènes perturbateurs, notre galaxie a déjà percuté et absorbé une petite galaxie, rencontrée sur sa trajectoire, et elle s'apprête à en percuter une seconde. Des collisions entre les étoiles se produisent également. Ces objets stellaires, lorsqu'ils se percutent, détruisent inexorablement leur système planétaire réciproque. Notre planète aussi peut développer une destruction massive de la vie à partir de ces volcans. D'extravagantes pandémies, causées par de nouvelles bactéries infectieuses, pourront être tout aussi destructrices. L'humain, lui aussi, peut avoir sa part de responsabilité. La zone fantôme de Tchernobyl ne pourra plus être habitée avant plusieurs siècles, en raison de la trop importante radioactivité qui s'y est développée. Le dernier regard. Tome 2. Chapitre 3. Paragraphe 10. L'énergie. 80% de l'énergie consommée sur notre planète est obtenue à partir des ressources fossiles, pétrole, gaz, charbon. Les nouveaux besoins en énergie deviennent exponentiels. Notre modèle de développement n'est plus compatible avec les ressources naturelles surexploitées ni avec les niveaux de pollution qu'ils engendrent. Or, les discours et les initiatives des responsables ne sont pas du tout rassurants quant aux mesures envisagées. Bien que le terme « énergie » autorise plusieurs acceptions d'une force actée vers une force potentielle, jusqu'à une puissance de la conscience, il convient donc de savoir à quel niveau du terme on se place. Actuellement nous considérons l'énergie comme une capacité de transformation. Les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement sont quantifiables. C'est cette notion qui a donné naissance à la physique quantique. Le concept d'énergie pourrait se définir par le simple fait qu'elle puisse être conservée. C'est là la caractéristique essentielle de sa définition. Il s'agit d'une quantité associée à tous les systèmes physiques, qui reste constante. Toutefois, l'énergie n'est pas la puissance et inversement. La puissance doit être associée au débit de l'énergie. Lorsque nous consommons de l'énergie, nous ne faisons que dégrader sa qualité énergétique. Nous modifions son entropie par une modification de sa valeur. Il est donc une gageure de parler d'une énergie renouvelable. Il ne peut exister qu'une modification dans la manière de cette dégradation de l'énergie. Les lois physiques ne peuvent pas changer au cours du temps. Il en va de même pour celles qui régissent l'énergie. Ce sont les conditions physiques qui évoluent. Les conditions physiques actuelles permettent de comprendre quelles ont été les conditions physiques du passé. Cela nous permet un rapprochement entre les lois fondamentales de la physique quantique des particules avec les lois fondamentales de la physique classique cosmologique. La conservation de l'énergie est donc une conséquence de l'invariance des lois physiques. La conservation de l'énergie reste une constance primordiale. Il apparaît alors que l'énergie n'est pas suffisante à vaincre l'inertie d'une masse. Par contre, une masse peut développer de l'énergie cinétique. Il apparaît aussi que deux masses entrant en collision développent de l'énergie, mais surtout des masses considérablement plus importantes. C'est particulièrement constaté au cours d'expériences de collision de particules. Il est ainsi démontré que la propriété d'un objet sera de pouvoir devenir un autre objet. Par exemple, un électron qui rencontre un positron dont les masses se convertissent intégralement en énergie va également se convertir en nouvelles particules. Or, des particules, sans masse, peuvent avoir de l'énergie, mais dont la vitesse reste constante et qui est celle de la lumière.
Et pourtant les particules ont une propriété de masse dite secondaire. En réalité, la masse des particules élémentaires résulte de leurs interactions avec leur milieu qui est un champ, leur procurant une inertie et donc une masse. La masse apparaît alors être une mesure du couplage de certaines de ces particules élémentaires avec le champ. Quelle énergie faut-il utiliser pour obtenir 1 kWh? Cela dépend, bien sûr, du type d'énergie cinétique utilisée, qui correspondra à l'interaction fondamentale utilisée. Si elle est gravitationnelle, électromagnétique, nucléaire faible ou forte ou noire, les besoins seront bien différents. Les quantités pourront aller du microgramme à quelques milligrammes jusqu'à plusieurs tonnes. Pour ce qui est de l'énergie noire, elle n'est, pour l'instant, que supposée exister. Une énergie libre aurait été mise en évidence par Nikola Tesla, parmi l'une de ses nombreuses applications. Son projet de diffusion, à grande échelle, dont les essais étaient particulièrement satisfaisants, a été immédiatement bloqué, puis éliminé. Des centaines de millions de découvertes qui auraient été utiles au développement et au bien-être de l'espèce humaine ne seront jamais exploitées. La raison en est, tout simplement, qu'il contrarie les plans économiques de certains oligarques. Les intérêts généraux sont laissés pour compte, pour le seul profit des intérêts particuliers. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 1. Le dernier regard. Tome 2. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Le dernier regard. Tome 2. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte,